Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Célébration différée de la Journée mondiale de la population édition 2024. Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous, c'est le thème de cette année. Et c'est la ville de Komé qui a abrité les manifestations pour le compte des départements du Mono et du Koufo. Retour dans ce journal sur les temps forts de l'événement. Nous parlerons également de la campagne d'Orami, une initiative lancée en prélude à la Journée internationale du droit à l'avortement sécurisé. À travers une conférence de presse, plusieurs organisations de la société civile ont dévoilé les grandes lignes de ce projet qui se veut un tremplin pour un dialogue inclusif sur les droits à la santé sexuelle et reproductive ainsi que pour l'élimination des avortements clandestins. Et dans la commune de Samekpodji, c'est désormais fini l'informel pour les conducteurs de taxis, motos et tricycles. Pour des raisons de sécurité, le conseil communal a décidé de réorganiser le secteur et sous la direction du maire Jonas Benameto, le comité chargé de la mise en œuvre et du suivi de la réforme a été mis en place. Les détails dans ce journal. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Célébration différée de la Journée mondiale de la population édition 2024, exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous. C'est le thème de cette année et c'est la ville de Komé qui a abrité les manifestations pour le compte des départements du Mono et du Koufo. Retour sur les temps forts de l'événement avec Narcisse Alossé. Son de gants et de tam-tam autour du rythme Agbadja pour lancer les manifestations officielles de la Journée mondiale de la population à l'échelle des départements du Mono et du Koufo, ici à Komé. Une journée instituée par les Nations Unies depuis le 11 juillet 1987. En effet, le 11 juillet 1987, le nombre d'habitants de la planète Terre a franchi le cap de 5 milliards d'habitants. Dès lors, les Nations Unies ont déclaré le 11 juillet Journée mondiale de la population. Journée instituée surtout pour attirer l'attention du monde entier sur les problèmes liés à la population en lien avec le développement. Cette année, les réflexions tournent autour du thème « Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ». Thème évocateur selon les gouvernants ici. Les gouvernants de ce monde ont compris que ces données-là ont un pouvoir parce qu'on les utilise pour faire les planifications, pour planifier le développement. On veut savoir combien nous sommes, combien de femmes sommes-nous, combien d'hommes sommes-nous, combien d'enfants sommes-nous. Et de façon inclusive, est-ce que nous avons des personnes vivant avec le handicap? C'est tout cela pour programmer après, pour planifier après des programmes et projets afin que le développement puisse prendre. Pour la circonstance, l'assistance a été sensibilisée sur le pouvoir des données et l'accent a été mis sur la restitution à la masse. Dire à nos parents, lorsqu'on vient pour le recensement, si vous avez 5 femmes, 10 femmes, dites-le, vous avez 20 enfants, 30, il faut le dire. Parce que si vous minorez ces chiffres-là, ce qui sera programmé sera aussi minoré. Les écoles à construire, les centres de santé qu'on doit revoir pour mieux accueillir les parents. Si vous dites que nous ne sommes pas nombreux, bon, on va vous amener quelque chose de congru. Le lien entre ce pouvoir des données et le développement a été montré avec une séance de dépistage de nombre de pathologies initiée au profit des témoins de cette cérémonie. D'une journée à une autre, en prélude à celle consacrée au droit à l'avortement sécurisé, un consortium d'organisations de la société civile a dévoilé ce lundi les grandes lignes de la campagne d'Orami. C'est une initiative qui se veut un tremplin pour un dialogue inclusif sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, ainsi que pour l'élimination des avortements clandestins. Le point de la conférence de presse dans ce reportage. Dorhami, c'est le nom de la campagne que s'apprête à lancer un consortium d'organisations de la société civile, dont le réseau des journalistes sur les droits en santé sexuelle et reproductive au Bénin.
L'objectif est d'instaurer un dialogue inclusif et constructif autour de la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive afin de mettre un terme aux décès maternels et aux traumatismes causés par les avortements clandestins. Il y a une lueur d'espoir, puisque en 3 ans, nous ne pouvons pas parler d'impact durable, mais on note déjà, comme la déclaration l'a signifié, une réduction drastique au niveau de toutes nos formations sanitaires, qu'elles soient privées ou publiques, des cas de complications liées aux avortements clandestins. Ça veut dire quelque part que la mayonnaise est en train de prendre par rapport aux autres années, aux années antérieures à 2021, où on recevait beaucoup de cas de complications liées aux avortements clandestins. C'est le moment pour nous de saluer une fois encore la volonté politique affichée des dirigeants de notre pays, notamment le chef de l'État, qui a pris le décret 2023-151 du 19 avril 2023 relatif à la pratique de l'interruption volontaire de la grossesse. Cette volonté se manifeste également à travers diverses initiatives du ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, la société civile ainsi que les organisations savantes et professionnelles. Portée par le réseau des journalistes pour les droits en santé sexuelle et reproductive et plusieurs autres associations, cette campagne sera officiellement lancée le 27 septembre à la veille de la Journée internationale pour le droit à l'avortement sécurisé. Elle sera marquée par une journée récréative, un flash mob et un ciné-débat. La célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de l'avortement sécurisé est pour nous l'occasion de rappeler que l'interruption volontaire de grossesse est un service de santé essentiel qui, lorsqu'il est pratiqué dans un cadre médical, est sécurisé. C'est aussi une opportunité pour nous de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir et de travailler à lever les obstacles qui exposent encore les femmes et les filles à un risque accru d'avortement non sécurisé ou de complications sanitaires. Dohami s'étendra sur 2 ans à travers tout le territoire national. Cette campagne visera à déplacer le dialogue sur la santé sexuelle et reproductive du niveau politique au niveau communautaire. Parlons éducation à présent avec le maire de la commune de Samekpodji, Jonas Benameto, qui va au contact des acteurs de l'enseignement. Il est allé s'enquérir des conditions de reprise des classes dans sa commune et c'est à travers une tournée dans plusieurs établissements primaires et secondaires le constat. Cette tournée du maire Jonas Benameto dans les écoles de sa commune vise à se rendre compte de l'effectivité de la rentrée et s'imprégner des conditions d'études et de travail. Sur la dizaine d'établissements primaires et secondaires visités, les difficultés ne manquent pas. Manque de mobilier, de professeurs qualifiés, absence de latrines et de clôtures, salles de classe délabrées par endroits sont entre autres les problèmes recensés. Dans l'arrondissement de Dielegbe, nous avons constaté que le CEG de Béhomé est en chantier avec un module de 2 salles de classe pour couvrir dans une moindre mesure les besoins de classe qui s'élèvent à 10 salles. Nous avons entre autres constaté que comme à Toré, ce CEG n'a pas de clôture. Dans l'arrondissement d'Aholiame, où nous avons visité l'EPP de Toriagonsa, cette école qui a des modules, mais qui manque également de mobilier et qui souffre des problèmes d'éclairage. Nous sommes ensuite descendus à Agblangana, où nous avons visité l'école de l'EPP de Agblangana. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'insuffisances, qu'il y a beaucoup de travaux en instance, notamment les réfections, les portes, les toitures qui sont déjà défaillantes et il va falloir parer au plus pressé. Samekpodji est une grande commune qui compte 15 CEG publics bien remplis.
et 106 écoles primaires publiques bien remplies, sans compter les écoles privées qui foisonnent un peu partout. Mais nous avons le devoir de faire notre travail pour ces écoles publiques, pour ces CEG publics. C'est pourquoi notre devoir, c'est de renforcer et de mettre à disposition des apprenants et des enseignants ce qu'il faut pour que cette rentrée soit une rentrée belle et à la fin, nous ayons des résultats à la hauteur de la commune et à la hauteur de la satisfaction des apprenants et des parents d'élèves. L'engagement de parer au plus pressé est pris au nom du conseil communal qui est attendu pour prendre les décisions qu'appellent les urgences de l'école à Semekpoji. Restons dans la commune de Semekpoji où les apprenants de l'école primaire publique de Diefa Centre ont reçu des kits scolaires, un geste social pour permettre aux enfants de démarrer l'année scolaire en beauté. C'est à travers une cérémonie de remise officielle de kits qui s'est tenue en présence du maire Jonas Benameto. Nous allons suivre. Des kits scolaires gracieusement offerts aux apprenants de l'école primaire publique de Diefa Centre. C'est un don de l'entreprise Vinci Énergie dans le cadre de la mise en œuvre du volet social du projet d'accès durable et sécurisé à l'énergie électrique. Pour le compte de ce complexe scolaire, Vinci Énergie, en collaboration avec le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, offre 400 kits scolaires aux écoliers et écolières de cette école. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver en communauté, de nous retrouver dans les écoles, voir les enfants rayonner. Et cela nous incite à faire davantage pour témoigner l'engagement de Vinci Énergie sur les questions éducatives aux côtés du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et du gouvernement béninois. Du côté des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Nous vous remercions sincèrement pour avoir pensé à nous. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Chers élèves, remerciez infiniment le donateur. Remerciez le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Remerciez notre grand donateur, le président Patrice Talon, car c'est lui qui, de par ses œuvres, a permis la mobilisation des ressources qui sous-tendent en réalité le projet et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes ici pour la distribution des kits. Cette année, c'est un total de 10 000 kits qui ont été distribués aux apprenants des zones impactées par le projet. 150 apprenants du collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou, désormais mieux outillés sur les opportunités qu'offrent les secteurs de l'énergie et de l'agriculture au Bénin. C'est à la faveur d'une séance d'orientation qui a eu lieu dans l'établissement scolaire le vendredi 20 septembre 2024. Une initiative de la GIZ en partenariat avec le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Reportage. C'est à travers des communications détaillées que ces 150 apprenants du CEG Hubert Maga sont sensibilisés sur les opportunités cachées dans le secteur énergétique et agricole au Bénin. Une initiative de la GIZ en partenariat avec le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Et le moins que l'on puisse dire est que la cible a témoigné d'un grand engouement. L'objectif principal, c'est d'informer nos enfants, nos filles particulièrement sur les métiers techniques qui existent, en particulier l'agriculture et l'énergie. L'objectif, c'est de démystifier ce métier vis-à-vis de nos jeunes sœurs, de nos filles, afin qu'elles sachent que oui, le métier n'est pas uniquement destiné aux hommes, mais pour les femmes aussi. Les secteurs de l'énergie et de l'agriculture offrent aujourd'hui plusieurs emplois aux jeunes. Ceci en partie parce que l'État s'est engagé à faciliter la création des entreprises qui exercent dans ces deux secteurs. Nous devons comprendre désormais qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur de l'énergie, par ricochet le secteur de l'agriculture, parce que les gens peuvent se poser la question de savoir mais pourquoi énergie et agriculture.
Nous comprenons aujourd'hui que pour travailler dans l'agriculture, il faut, pour moderniser l'agriculture et contribuer à un développement économique, il faut des équipements de haut de gamme qui utilisent de l'énergie et l'énergie sous toutes ses formes. Que les parents d'élèves aident et continuent d'appuyer leurs enfants pour qu'ils s'orientent vers les métiers techniques. La cible, constituée des apprenants de toutes les classes, se réjouit de cette séance d'orientation. Ces élèves disent avoir tiré de grands enseignements et voient déjà leur avenir professionnel dans le secteur énergétique ou dans l'agriculture. On a compris que nous pouvons faire beaucoup de choses. Après cette séance de sensibilisation, je vais faire l'électricité et ingénieur en BTP en étant boursier. Si par la grâce de Dieu, j'ai mon bac. J'ai retenu beaucoup de choses comme comment on arrive à faire l'énergie et à quoi ça sert. Et l'agriculture aussi, comment trouver des formations professionnelles pour l'agriculture et l'énergie. La séance de ce vendredi fait suite à celle organisée le jeudi 19 septembre au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, cap désormais sur la partie méridionale du Bénin pour le même exercice. Lancé le 24 août 2024, le concours Cotonou Ville Propre est désormais terminé. La dernière journée de cette initiative qui met en compétition les 13 arrondissements de la capitale économique du Bénin s'est déroulée ce samedi. Occasion pour le promoteur et son partenaire, la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS, de faire le tour de la ville afin de prendre le pouls de quelques arrondissements. Les détails dans ce reportage. Le 3e arrondissement de Cotonou est la toute première étape du périple de la délégation conjointe de l'ONG Cotonou Ville Propre et de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Dans cette rue longeant la clôture du CEG Sainte-Rita s'observe une forte mobilisation. Les populations sont massivement sorties pour balayer et désherber. La salubrité, ce n'est pas seulement le concours qui va nous donner cette motivation, la force à se rassembler chaque fois pour aller compétir, dire toujours premier. Et tout à fait de semaine, les samedis, nous allons nous faire la salubrité dans le 8e arrondissement. La deuxième étape est celle de Tokpa, 4e arrondissement de Cotonou. Sur ce site, situé derrière le plus grand marché à ciel ouvert de la sous-région ouest-africaine, l'ambiance n'est pas la même. La propreté des lieux est cependant remarquable. Cap est ensuite mis sur le quartier Jacques, plus précisément dans la rue de l'hôtel PLM à Ledjo, toujours dans le 4e arrondissement. C'est la dernière étape de la tournée. Ici, un groupe d'hommes et de femmes, assistés d'une équipe de la SGDS, accomplit l'œuvre de salubrité. Tous les matins, chaque personne doit nettoyer sa chambre, sa maison et la devanture de sa maison. Ainsi, les passants sauront qu'elle est propre. Aujourd'hui étant le dernier jour, mais ça ne nous suffit pas parce qu'il y a vraiment du travail. Nous avons encore des choses à faire. Par rapport au saclage, on a minimisé un peu les travaux. Et là, je vois qu'il faut sacler sérieusement. Déblayer. Au terme de ce périple, l'ONG Cotonou Ville Propre et son partenaire se félicitent de l'engouement suscité par le concours Cotonou Ville Propre. En Cotonou Ville Propre, vraiment au début, je crois que tout le monde a suivi depuis le lancement avec la mairie de Cotonou, le ministère des cadres de vie, la préfecture et puis surtout SGDS et tous les partenaires qui sont autour de nous, qui nous accompagnent pour le projet, pour sensibiliser la population, pour donner de bons comportements, parce qu'il y a tout ce que le gouvernement fait déjà dans la ville de Cotonou, c'est énorme, les routes, tout ça, il faut les entretenir. Donc suite à ça, nous avons initié ce concours pour donner de bons comportements à notre population et les motiver aussi à rendre le quartier propre. Quand on est propre chez soi, c'est que dehors aussi, il faut rendre au moins le dehors aussi propre. Au-delà de ce concours, on aimerait vraiment constater que l'engouement que nous voyons aujourd'hui sur le terrain, que ça soit maintenu et que cette population où les CA sollicitent toujours la SGDS qui est prête à les accompagner. Les meilleurs arrondissements à l'issue du concours recevront plusieurs récompenses, dont des toilettes publiques.
Cérémonie d'intronisation au palais royal d'Alada, le roi Kodegbe Lamorfa a intronisé le nouveau conservateur du trône de la lignée Kokmon. Il a un nom des Kokmon Tchédji et à l'état civil, il répond au nom de Valentin Deroteng Benou. L'homme est désormais entré dans ses fonctions en recevant officiellement ses attributs. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Teddy Godalo. Voici l'homme désigné par l'oracle pour perpétuer le trône de Deng Kokmon. De son vrai nom, Valentin Benou, il reçoit les dernières bénédictions du roi d'Alada, Kodegbe Lamorfa. Quelques minutes plus tard, le voici sorti entouré de ses femmes en liesse. Prochaine étape primordiale, la remise de ses attributs de conservateur de trône. Désormais baptisé Deng Kokmon Tchédji, il est appelé à davantage unir les descendants de la lignée Kokmon. Comme l'a dit le roi Kodegbe, mon rôle, c'est que je suis le conservateur du trône de Kokmon. Pour la toute petite histoire, Kokmon est le fils de Adjaoutor. Adjaoutor a fondé le royaume d'Alada et Kokmon est le premier roi. Donc son fils, Théagbanli, a fondé le royaume de Porte-Novo. Donc en partant à Porte-Novo, il est parti avec son papa qui est Kokmon. Donc ça fait qu'aujourd'hui, toute la dynastie Kokmon qui est au niveau de l'Ouémé Plateau, ils ont un régent qui est le régent Kokmon. Voilà. Donc ils gèrent tout ce qu'il y a comme collectivité au niveau des Kokmon de l'Ouémé et du Plateau. Deng Kokmon Tchédji est par la même occasion nommé ministre à la cour royale d'Alada. Il est ainsi appelé à servir aux côtés de Sa Majesté Kodegbe Toyin Djigla. Ministre de l'Agriculture, celui qu'on vient de prendre n'est que le conservateur de ce trône de Deng Kokmon, qui est le papa de 3 rois du Bas-Bénin. C'est une cérémonie d'intronisation assez structurée dont l'organisation a reçu l'assentiment des fils et filles de la lignée. C'est d'abord le défi de l'unité, puisque chaque fois il faut chercher l'unité. Je remercie tout le monde et en première position le roi d'Alada qui a su organiser avec dextérité et avec affinement cette cérémonie d'intronisation. Vous voyez, la joie se lit sur tous les visages. Tout le monde est heureux. Je crois que c'est à son natif. Un autre rituel très signifiant dans le processus d'intronisation, la marche du nouveau conservateur du trône. Le tour du palais royal marque la fin de la cérémonie. Parlons à présent de la deuxième phase du programme de prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo qui a été lancé le mercredi 18 septembre 2024 à Nati Tengo. C'est le secrétaire général de la préfecture de Nati Tengo qui a procédé au lancement officiel de ce programme qui vise à la consolidation de la paix dans 5 communes frontalières du Bénin, à savoir Bukombe, Kobli, Bateri, Tanguita et Nati Tengo. Les détails. C'est en 2022 que la première phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris fin après avoir impacté une centaine de jeunes et femmes formés dans les créneaux porteurs de leur choix dans les communes de Bukombe, Materi, Kobli et Nati Tengo. C'est donc pour pérenniser les acquis du dit programme dans sa première phase que les différentes parties prenantes se retrouvent à Nati Tengo pour donner le top de la seconde phase. Dans la recherche de solutions durables d'amélioration de la résilience des groupes cibles pour atténuer les chocs induits par la persistance de ces mêmes fragilités, la phase 2 de ce programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a pris en compte l'accompagnement des jeunes formés dans les activités génératrices de revenus pour leur transformation en agents de changement dans l'œuvre de la consolidation de la paix
et de la stabilité régionale. L'objectif de cette deuxième phase du programme conjoint est de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'amélioration de la résilience des populations des zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo face aux conflits communautaires et à la propagation du radicalisme violent. Le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les 3 pays précités est né de la volonté de l'Organisation internationale pour les migrations OIM d'améliorer la résilience des populations transfrontalières face à l'extrémisme violent. Financé par le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix, il est exécuté par l'OIM avec pour partenaire de mise en œuvre l'association Les Championnes dont l'expertise en la matière n'est plus à démontrer. Je me réjouis alors du lancement de la deuxième phase qui vise l'installation des jeunes formés dans les activités génératrices de revenus. En choisissant d'assurer l'employabilité des jeunes, l'Organisation internationale des migrations renforce ainsi la présence de l'État dans les localités où le sentiment d'appartenance à la nation est constamment écorné par l'insuffisance des services sociaux à la base. Désespérés au lendemain de la première phase du programme, bénéficiaires directs et indirects retrouvent aujourd'hui leur sourire avec l'avènement de la seconde phase. Ce matin, je suis ici avec une joie de savoir que l'OIM s'est encore rappelé une fois de nous. Dans son approche de développement communautaire fondée sur la responsabilité et l'implication des parties prenantes, l'association Les Championnes s'active déjà à déployer sur le terrain un vivier de compétences pour accompagner les bénéficiaires dans la plus-value à apporter à leur communauté. Je l'annonçais en début d'édition, fini l'informel pour les conducteurs de taxis-motos et tricycles de la commune de Semekodji. Pour des raisons de sécurité, le conseil communal a décidé de réorganiser le secteur. Et sous la direction du maire Jonas Gbenameta, le comité chargé de la mise en œuvre et du suivi de la réforme a été mis en place. Les détails dans ce reportage. L'activité de conducteur de taxi-moto désormais organisée et réglementée dans la commune de Semekodji. Cette décision du conseil communal entre dans sa phase active et un comité de gestion est mis en place à cet effet. Le comité de gestion des taxis-motos et tricycles a pour mission d'assurer la bonne organisation des activités des taxis-motos et tricycles dans la commune de Semekodji, d'organiser la sensibilisation au profit des conducteurs des taxis-motos et tricycles sur le civisme routier, veiller au paiement régulier des droits taxis par les conducteurs des taxis, motos et tricycles, d'organiser les contrôles périodiques de vérification du paiement des droits taxis, motos et tricycles sur nos routes. Pour le maire Jonas Gbenameta, il y avait nécessité d'organiser ce secteur d'activité, notamment pour des questions de sécurité. Depuis des années, nous végétons entre griffes dans l'informel et notre largesse a permis à ceux qui ne sont pas du tout dans la corporation de salir la corporation. N'ayant pas d'identifiant, il est loisible aux malfrats d'utiliser notre habit, d'utiliser notre tenue pour commettre des actes répréhensibles, des actes criminels. Nous nous disons que cette phase va engendrer des contraintes. Mais lorsque vous analysez, vous soupesez les contraintes et l'avantage que l'organisation vous procure, vous devez choisir l'organisation, vous devez choisir autre chose que de ressembler à tout ce dont on ne pense même pas dans son fort intérieur. Fini l'informel, l'administration communale et le bureau communal des conducteurs de taxi-moto et de tricycles de Semekodji se donnent la main pour la réussite de la réforme. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, portez-vous bien.
le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement